Bonjour. Nous allons parler du parcours client en action. Pourquoi d'abord en action? En action, car on parle beaucoup en ce moment de parcours client. Ce qui nous intéresse, c'est comment on peut utiliser cette technique, ces moyens, ces outils pour arriver à se mettre la tête au clair sur la relation client à développer avec les clients de l'entreprise et comment ces techniques peuvent aider à structurer une démarche de marketing relationnel et plus. Alors, peut-être on peut se poser la question de savoir ce que c'est exactement le parcours client déjà. Ce que c'est qu'un parcours client, disons que du point de vue du client, c'est l'ensemble des points de contact qu'il va avoir avec l'entreprise au fur et à mesure de sa vie. D'ailleurs, avant même qu'il devienne client, quand chez lui naît le besoin, l'envie d'un service, d'un produit, et puis quand un jour il quitte l'entreprise. Donc tous ces points de contact, quels que soient les canaux au fur et à mesure de sa vie. C'est ça le parcours client du point de vue du client. Et ce parcours client, il n'est pas uniquement dans le point de vente. Non, ce parcours client, il est complètement multicanal, donc il est dans tous les points de contact que peut avoir le client avec l'entreprise et son environnement. Ça commence d'ailleurs hors de l'entreprise. Alors le multicanal, on en entend parler depuis 200 ans, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans le domaine du parcours client aujourd'hui? D'abord, le multicanal, on en entend parler depuis 200 ans. Depuis quelque temps, on assiste à deux phénomènes. Un qui est que beaucoup de points de contact peuvent aujourd'hui être traqués. Donc on a des analytics, mais on commence aussi à avoir des magasins sur lesquels on ramasse de la donnée client. Grâce au digital, l'ensemble des canaux sont en train de se mettre en relation. Grâce à la CRM, à ces outils, tout se connecte. Donc premier phénomène, une interconnexion entre les canaux qui permet des analyses et des actions. Et deuxième point, une multiplication des canaux. Donc au fur et à mesure où on avance, il y a de plus en plus de canaux d'interaction, de dialogue, de transactions. Là où hier une entreprise n'avait que des magasins, elle a aujourd'hui des magasins, un site internet, un centre de contact. Et donc les canaux sont en train de se multiplier dans des proportions absolument énormes. Et donc ça nécessite encore plus de contacts et aussi un meilleur contrôle de la distribution du budget. Le budget marketing reste à peu près le même. Multiplication des canaux, il faut que je sache où je dois idéalement positionner mon budget marketing. Alors, dans l'idéal, on doit avoir une vue unique du client, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est un vieux rêve. Donc déjà une compréhension du client grâce au parcours et à des méthodos de ce type-là, ça c'est un bon point de départ. Et quant à la vue unique, on peut à minima faire en sorte que les données collectées dans différents canaux soient interconnectées, qu'il y ait des flux qui soient mis en place. Et pour nous, il y a un lieu idéal pour gérer tout ça, c'est la CRM. Sans même aller à la DMP ou à des outils très élaborés, il y a déjà de quoi faire en comprenant où sont les données des clients et en les réunifiant. Et c'est quelque chose qui est facile à faire, ça, aujourd'hui, d'aller rassembler toutes ces sources différentes, y compris les médias sociaux, et des sources qui sont assez déstructurées, finalement? Non, c'est pas facile à faire, c'est un travail de longue haleine et en même temps c'est un travail qu'on peut réaliser par petites touches. Donc on peut assez vite avoir des réalisations probantes, on peut assez vite déclencher des effets et progresser. Donc non, ce n'est pas facile à faire et oui, on peut commencer et obtenir des résultats rapidement sans partir dans des projets pharaoniques. Alors est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un parcours client, et puis après on reviendra sur la méthodologie qui permet d'y arriver? Par exemple, on va comprendre, et c'est un classique, qu'un compte unifié ou à minima un suivi de compte entre le web et le magasin, ça a une valeur ajoutée. Et que la rupture d'un point de vue client qu'on peut subir quand on prépare par exemple un devis sur un site web et qu'on va ensuite en magasin pour quelque part le finir et qu'on doit recommencer à donner toutes ces informations, ça c'est un trouble. Donc on a bien au fur et à mesure des phases de vie d'un client, préparation d'un devis, confirmation du devis, canal web, canal magasin,
rupture, on identifie bien ici une zone à travailler. Les welcome process sont un autre exemple assez régulier, très très courant. On travaille pour beaucoup de clients chez qui, après la souscription d'un contrat, eh ben, il ne se passe rien. Rien. Je m'abonne à un magazine, je m'engage dans une relation intime avec un magazine, et a posteriori de mon abonnement, rien. Alors que j'ai donné mon adresse mail, que j'ai donné des informations, j'ai même pas un petit mot qui me dit bonjour, bienvenue parmi les lecteurs de Stratello Magazine, etc. etc. Voilà. Donc des petits exemples tout simples qui montrent qu'il n'y a pas besoin d'une énorme base de données, d'une grande complexité pour améliorer par petites touches les parcours. Et à quoi on peut attribuer cela? Parce que c'est pas une tâche qui est particulièrement difficile puisqu'on a les données, c'est quand même la base de dire merci et bonjour. Et pourquoi ça se passe pas? Il y a probablement plusieurs raisons. Il y en a une assez classique dont on parle beaucoup, qui est que dans les organisations, ce n'est pas toujours la responsabilité des mêmes personnes. Le fulfillment, l'intégration, le commercial, la relation client, le customer service par exemple, ce n'est pas toujours au même endroit, sous les mêmes têtes. Donc la continuité dans le traitement du client, c'est pas forcément le premier des soucis de l'organisation, au sens où elle est divisée. Et deuxième chose, parfois, historiquement, les actions, les process ont été mis en place par itération, comme des petites briques qu'on est venu ajouter sans forcément chercher à établir une relation avec les briques qui sont avant, les briques qui sont après. Alors pour bien faire évoluer ces parcours clients, il y a de la méthodologie à mettre en place. Alors comment ça se passe exactement? Le premier, il y a 3 étapes. 3 étapes qui sont les bases, et puis ensuite on passera à comment on fait évoluer réellement. Mais première étape, c'est d'avoir la tête au clair sur ce que l'on veut, ce que sont les objectifs de l'entreprise dans sa relation au client en général, et par phase de vie. Donc bien mettre d'accord l'entreprise là-dessus, sur pourquoi je veux faire du marketing relationnel, pourquoi je veux faire évoluer la relation avec mes clients, quels sont les objectifs que je poursuis. Deuxième étape assez simple ou classique, attendue, qui est quels sont au fait les parcours que je fais vivre à mes clients, et d'un point de vue du client, qu'est-ce qui se passe, quels que soient les canaux et au fur et à mesure des phases de vie. Et troisième étape, puisque je sais maintenant ce que je veux, puisque je sais ce que je fais vivre à mes clients, quels sont les parcours clients cibles. Et de là, je pourrais déduire, et ce sont les phases ultérieures, je pourrais déduire les actions à engager, et, les dispositifs que je vais pouvoir mettre en place, et donc faire ma roadmap sur mon plan marketing relationnel. Et pas seulement, je vais aussi aller travailler dans d'autres univers que la simple CRM ou le simple site et l'univers digital. Alors ce genre de démarche, ça peut amener jusqu'à 50 à 150 actions pour un parcours client. Ouais. Ça fait beaucoup d'actions à mettre en place. Ça fait trop, ça fait beaucoup trop. Du coup, il y a une nécessité absolue qui est de faire le tri, de hiérarchiser, de comprendre quels sont les points de contact qui ont le plus d'impact sur la vie de client, quels sont ceux qui ont le plus d'impact sur la vie de l'entreprise, et quels sont les chantiers ou les actions correctives qu'on va pouvoir mener, ou d'évolution qu'on va pouvoir mener, et qui auront le meilleur rapport temps-budget. Donc, on fait à partir de la restitution des parcours un gros travail de hiérarchisation des actions pour arriver à transformer les parcours clients en plan d'action. Donc, c'est ça un peu le focus, c'est de dire le parcours client, c'est un fantastique outil, c'est vraiment dans la caisse outil le standard, l'essentiel, l'incontournable. Et ensuite, ça ne vaut que si ça sert à mettre en action, faire évoluer la relation client. Alors quand on a mis en place ce plan étagé d'action et qu'on a amélioré son parcours client, on peut espérer quel retour et comment on fait pour le mesurer? Alors il y a
Pour mesurer, il faut des tableaux de bord. Pour mesurer, il faut des reporting. Donc il y a un premier sujet qui est au fur et à mesure où on avance, de caler la mesure sur le parcours client et du point de vue du client. Il est très rare, lorsqu'on fait le tour des entreprises, de rencontrer des entreprises dans lesquelles il y a des tableaux de bord du point de vue du client. Souvent, les tableaux de bord sont du point de vue de l'activité. Ils sont par canaux, ils sont éventuellement en consolidé, ils sont éventuellement sur l'investissement marketing dans son ensemble. On voit rarement des tableaux de bord qui sont exprimés du point de vue du client. Donc, on replace les points de mesure dans le parcours. Et c'est pas mal de mesurer la vie du client, de mesurer comment ça se passe. À la question de quels résultats on peut attendre, ça va dépendre des domaines et des actions qui vont être menées. Si on fait de la CRM, on va être dans des logiques de ROI pur. J'investis 1 euro et je ramène un certain nombre d'euros de CA additionnel. Donc je regarde le gain marginal déclenché par le marketing relationnel. Donc là, c'est une approche héroïste classique. Mais vraiment, il est essentiel de regarder la vie du client. À ce titre, les mesures de type lifetime sont vraiment un juge de paix superbe. C'est de regarder l'évolution de la valeur du client sur une période de référence et de regarder comment petit à petit, par itération, on arrive à augmenter la marge générée sur une durée de vie client et ou la durée de vie du client elle-même. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce tableau de bord orienté client? Comment on fait pour établir ce genre de choses? Pour établir ce genre de choses, on attache la valeur et la marge à un client. Et on on répartit les coûts sur le client. Donc j'ai des coûts d'acquisition, des coûts d'entretien, je les distribue au client. Et par ailleurs, j'ai de la marge qui est générée au client et je l'impute sur sa durée de vie complète. Donc je vais avoir une opposition entre un coût initial d'acquisition, des coûts de maintien et de rétention, et je vais opposer à ça, ou en tout cas au-dessus pour compenser, je vais avoir de la marge générée sur ma durée de vie client. Donc la question c'est au bout de combien de temps je reviens sur mon investissement initial et sur une durée de vie de client, combien je génère de marge cumulée. Alors, une petite dernière question pour la route. On a vu l'importance des différents canaux et la nécessité de les unifier. Mais est-ce qu'on peut encore voir ou regarder le digital comme quelque chose de différent dans cette relation client? Et est-ce qu'il existe le fameux ICRM? Alors, le ICRM, il existe potentiellement, au sens où des entreprises peuvent décider d'installer un ICRM. Notre position, notre vision là-dessus, c'est que le ICRM ne doit pas exister. Faire exister un ICRM, une nouvelle fois, c'est recréer un silo, recréer un effet de séparation entre les mondes, alors que le digital est partout. C'est pas un canal, c'est une somme de techniques qui se diffusent absolument partout. Et donc pour nous, la CRM, elle est indépendante des canaux et elle doit travailler en multimédia. J'ai plusieurs médias d'interaction. Et elle doit travailler au fur et à mesure du parcours du client. Le client, il n'est pas digital. Le client, il est client indépendamment des canaux. Donc, ICRM peut exister, c'est vraiment pas la reco. La reco, c'est monter des programmes relationnels qui sont indépendants des canaux, qui optimisent les points de contact en fonction de ce qu'attend le client à un instant T dans un canal donné. Pourtant, sur le terrain, ce que je remarque souvent, c'est que le CRM, pour faire simple et assez lapidaire et pas très très gentil, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire en fait, quand on se plaint, on n'est pas entendu. Mais il suffit de faire un tweet et là, subitement, on a une réponse. Et comment ça se fait ça? Et est-ce que ça peut perdurer? Alors, le CRM, ça ne marche pas. Moi, j'ai absolument pas la même opinion. Donc, nous, on pense que le CRM bien maîtrisé, ça marche. Je repose la question, c'est mal posé. Alors, je repense. Ce que je remarque sur le terrain, c'est que quand on utilise les canaux traditionnels et qu'on exprime un mécontentement, on n'a pas forcément de réponse. Et certains observateurs étrangers, d'ailleurs, ont une analyse assez caustique du CRM français, enfin, de la qualité du service client français, en disant qu'en gros, il n'y en a pas. Et
finalement, quand on fait un tweet, et là, subitement, on a une réponse, et surtout immédiate. Et donc, finalement, ça tendrait à prouver au contraire que le ICRM existe, et que même si on a du mal à l'intégrer dans le reste. Alors, avant de commencer la réponse, une première remarque, c'est que CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc c'est gestion de la relation client, c'est pas gestion de la réclamation client. Donc ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte qu'une relation, elle soit développée pour éviter le problème. Le problème, ça arrive de temps en temps, mais il est vachement important de se dire que si je développe de la relation client, c'est pas le traitement du dysfonctionnement. Fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser une relation, et on le sait, une relation humaine, elle fonctionne bien si, en particulier, on fait en sorte qu'elle ne génère pas de conflit. Donc on coupe le conflit. Vraiment, c'est le premier point, et c'est un point super important. Deuxième point, pour répondre à ta question, qui est à propos du conflit, du dysfonctionnement. Ce que tu traduis là, c'est finalement c'est l'héritage des organisations. Pendant des années, le traitement de la relation client et du dysfonctionnement par des canaux standards a accepté la latence, a accepté le fait qu'on s'occupe avec un énorme différé du problème client, voire qu'on attende que le client crie très fort pour qu'on s'occupe de lui, puisque de toute façon, il n'y avait pas de caisse d'écho. Le client était tout seul dans son coin, et s'il était mécontent, ce n'était pas très très grave. Avec les médias sociaux, il y a une caisse d'écho. Et donc tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on a installé l'idée qu'il fallait couper très vite l'écho, et donc que sur ces médias-là, on devait être hyper réactif. Donc ce que tu traduis, c'est simplement la conséquence de l'histoire, et tu as raison, actuellement dans pas mal de boîtes, on a plus de réactions si on braille via les médias sociaux que si on le fait via un média plus privé. Donc ce que tu restitues, c'est un héritage de l'histoire, et c'est une sorte de problème de hiérarchie dans le traitement de l'attention client. Donc la position, c'est faire en sorte que le problème n'émerge pas et passer beaucoup d'énergie et plus d'énergie à développer une relation de qualité avant le problème. Et puis 2, si le problème arrive, avoir un traitement de même qualité, quel que soit le média. Et donc oui, les médias sociaux aujourd'hui sont un bon moyen d'exprimer son IR si jamais on a un problème.